Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Euh, je vais pas vous faire languir plus longtemps, déjà que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc on va commencer tout de suite. Simplement mon excuse pour publier si peu. Je suis en ce moment accaparé non seulement par le travail, mais encore par la prochaine conférence de Traverse, celle d'après, qui est absolument passionnante et qui sera sur Jean Jaurès comme commun, à la fois héritage carmosin et puis perspective d'avenir pour la démocratie sociale. Enfin, c'est un sujet énorme pour une conférence de Traverse dans le pays de Carmaux, et que j'aurai l'immense honneur et la grande joie de donner, parce qu'il y a des camarades de la France Insoumise qui ont organisé d'une certaine manière ma venue et mon accueil. Donc c'est formidable, ça me passionne, je travaille à fond là-dessus, et voilà. Quoi qu'il en soit, euh, celle-ci s'intitule Le bruit feutré d'un pays qui s'effondre. Le titre joyeux. Bien, mais je vous laisse découvrir. Ça aurait pu s'appeler Misère de misère, mais hein, voilà. Le bruit feutré d'un pays qui s'effondre. C'est plus joli, non? Bien, je commence. Un pays, ça tient essentiellement parce que l'on se reconnaît. Processus continu de reconnaissance réciproque, mais surtout reconnaissance au sens le plus simple du terme. On sait où l'on est, on se reconnaît. Un paysage familier sans que l'on sache pourquoi, un genre de PMU, une voiture, le goût d'un vin, d'un plat, une publicité, des panneaux de signalisation, un slogan dans les toilettes, certains gestes. Un rien peut suffire à indiquer à vos sens que vous êtes là et que vous appartenez à ce décor qui d'un coup n'en est plus un, mais devient un plein morceau de vie dans ce pays. Il y a par exemple des visages qui nous sont familiers alors qu'on ne les connaît pas. Je me souviens de la bonne trogne d'un monsieur rencontré dans un gîte au fin fond du Limousin, au château de la Combe, c'était il y a quelques semaines. Ancien commercial, ancien de Limagrin, détruit par le travail, plein d'une foi de curé ouvrier, amateur de vin, habitant de Sainte, encore d'ailleurs plein de vie. Et en le découvrant à la table commune où nous devions dîner, je ne savais pas si c'était ce jeune grigou mutualiste, à la fois autoritaire et snob, franc-maçon et franc du collier, bon vivant et petit pied que j'avais connu naguère, et qui aurait d'un seul coup vieilli de 20 ans, ou bien si c'était mon ancien entraîneur de rugby, rajeuni de 10 ans, euh, les mêmes yeux malicieux, la même bouche en cul de poule, les mêmes joues rougissantes, le même sourire chafouin, le même allant un peu diesel, un peu rouge-gorge, un peu curé, un peu coco. Quoi qu'il en soit, ce bonhomme m'a été immédiatement familier et la conversation roula bon train toute la soirée. En d'autres termes, rien qu'en le voyant, j'étais dans mon petit pays, dans mes pantoufles, quoi. Que nous soyons d'accord ou pas. Je trouve qu'on était plutôt d'accord, mais enfin. Mais, parfois, on ne se reconnaît pas. Parfois, on n'est pas familier les uns aux autres. Cette absence de reconnaissance peut passer inaperçue. Elle peut aussi effondrer des vies et le pays dans la foulée. L'histoire que je veux vous raconter commence par deux chiffres. L'action se passe en 2017 dans le 12e arrondissement, tout près de l'hôpital Trousseau, dans un quartier qui m'est cher à bien des titres, où jeune enfant j'ai traîné mes guêtres vagabondes, fait péter des pétards, couru les aventures et, où bien longtemps après, ma fille allait naître, un an après l'histoire que je veux raconter. Je dois, le jour où se déroule cette histoire, assister à la visite faite par une évaluatrice à monsieur M pour décider de ses droits. C'est la caisse de retraite de monsieur M qui envoie l'évaluatrice chez lui. Monsieur M a 72 ans. Il joue du banjo. Et quand l'évaluation commence, la musique emplit encore l'appartement à travers les baffles écornés d'une hi-fi hors d'âge, c'est-à-dire des années 80. Je précise qu'il joue du banjo parce que c'est encore son activité professionnelle, malgré ses 72 ans. Monsieur M était auteur-compositeur de jazz et chansonnier, mais il a mis un terme à sa carrière après la mort accidentelle de sa femme, qui l'a plongé dans une longue période de dépression. C'était au cours d'une tournée et depuis il ne s'en remet pas. Cette dépression l'a fortement diminué physiquement. Il perd l'équilibre. Il n'a pas d'enfant. Depuis la mort de sa femme, il vit seul, ou plutôt vivote seul. Il fait la manche pour compléter des revenus insuffisants, en jouant dans la rue. Et son quotidien est rythmé par les concerts qu'il tente de donner avec ses amis, ou ceux qu'il donne dans la rue, tout seul, quand il n'a vraiment pas de quoi remonter un caddie de course chez lui.
Il mendie sa vie, tranquillement, à 72 ans. Il habite dans un appartement en étage, dans un quartier populaire de Paris. Son appartement est couvert de disques et de photos de ses concerts. Il est seul à Paris. Sa famille, ce qui lui reste de famille, est en province. Il n'a que des amis à Paris, mais pas dans son quartier. Et il a donc peur d'avoir besoin de quelqu'un et de n'avoir personne. C'est depuis un concert en 2014 qu'il tombe régulièrement, à l'intérieur comme en extérieur. Il ne tient plus debout. Il vacille. Ce qu'il demande à cette dame qui vient évaluer à combien d'aide il a droit, c'est essentiellement un soutien pour trouver du travail. J'ouvre les guillemets. Je vais être simple. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est des engagements auprès de particuliers, d'associations, de comités des fêtes. Il veut du travail pour avoir des sous. Ou bien qu'on lui donne des sous, mais ça, il n'y compte pas. Il n'osera même pas demander cela. Souvent, il se débrouille tout seul malgré ses 72 ans. Quand il fait beau et que les copains sont libres, on fait la manche. Avec ça, je fais les courses. L'évaluatrice l'orientera vers une association de troc de services, association d'échange et de savoir, pour qu'il puisse troquer sa musique contre des services. C'est gentil, un peu mécanique, mais surtout profondément inutile. Il n'ira jamais là. Ce n'est pas lui. C'est pas son métier. En revanche, pas question de l'aider à travailler. Pas question de l'aider financièrement. Elle ne le comprend pas. Pourtant, elle a l'impression de le connaître. Elle est déjà venue chez lui. Elle n'avait pas remarqué qu'il était blessé. Elle n'avait pas remarqué qu'il mendiait sa vie, mais elle a l'impression de le connaître. Elle dit « On se connaît bien. Je ne vais pas vous dire pourquoi je reviens. » Et monsieur M de répondre « Ben si, pourquoi vous venez ?» Devant la demande d'engagement, devant le besoin criant d'argent, l'évaluatrice insiste sur le besoin de contact, de rencontre, et minore l'aspect financier comme s'il était sale, alors qu'il est pourtant central. Elle ne semble pas prendre cette demande au sérieux. « C'est essentiel ou c'est la cerise sur le gâteau ?» demande-t-elle à propos de cette demande d'engagement. Cette remarque, dont je vous demande de bien saisir l'outrecuidance, cette remarque à vomir de violence, passera toute seule parce que monsieur M est bien trop écrasé pour se défendre encore, ou pour partager sa souffrance dans le fond. Il est simplement un peu plus glacé après cette remarque, un peu plus rapetassé, et déjà un peu plus proche de la tombe. Comment peut-on dire cela à quelqu'un qui mendie sa vie? Peut-être en ne le reconnaissant pas. Pourtant, il explique sa situation financière avec méticulosité. D'abord, la baisse des salaires. Avant, on nous donnait 1000 francs nets par musicien. Maintenant, on nous donne 100 euros. Et puis, il a beaucoup travaillé au black, ce qui explique ses tout petits revenus. Devant le désespoir évident de cet homme de 72 ans, l'évaluatrice insiste sur les cadavres de villageoises qu'on trouve dans l'entrée, que ce monsieur branlant ne doit pas pouvoir descendre lui-même régulièrement. On verra que c'est effectivement ça tout à l'heure. Il a bien une aide à domicile, et des problèmes avec cette aide à domicile. C'est ce qu'on lui a donné lors de la dernière visite, le droit à une femme de ménage en réalité. Lors de cette dernière visite, l'évaluatrice lui a donné le droit d'avoir des visites pour le ménage, mais c'est de plus en plus bordélique, dit-il. Ces dames ne sont jamais les mêmes et semblent interchangeables. Parfois elles viennent, parfois non. Il a peur qu'elles lui volent son argent parce que 2-3 fois, il y en a qui m'ont volé. Il a une caisse qu'il appelle ma cagnotte et qui est tout de même plus sûre qu'un compte en banque puisque personne ne peut la bloquer ou la clore. Une fois, 10 euros ont disparu, une autre fois 100 euros. 100 euros, c'est plus d'un mois de frigo vide. L'aide à domicile a été changée, mais la confiance est rompue. L'aide venait 4 heures tous les 15 jours, aujourd'hui seulement 3 heures. Elle ne s'occupe que du ménage et des bouteilles, tous les 15 jours. Dès la sortie, dès que nous sortons ensemble de cet appartement, l'évaluatrice compare ce cas à celui d'une autre dame qui souffre de fibromyalgie, c'est-à-dire, dans son esprit, quelqu'un qui souffre certes, mais dont la souffrance est considérée par les professionnels de l'évaluation comme essentiellement psychosomatique. Ce sont des gens qui en font des caisses pour pas grand-chose. Elle est presque déçue de ce qu'elle m'a montré. Elle aurait voulu me montrer quelqu'un de vraiment dépendant, c'est-à-dire de vraiment dépendant physiquement.
Celui-là n'était pas, comment dire, il a une vraie autonomie, cet homme-là. J'aurais dû vous emmener voir quelqu'un de moins autonome, de plus dépendant et de moins miséreux. En réalité, la détresse économique et morale se trouve comme effacée, niée, repoussée de l'évaluation. En fait, c'est plus simple que cela. Et cette dame, au demeurant charmante, intelligente, généreuse et qui a plein d'autres qualités, hein, cette dame-là ne l'a pas reconnu, ce joueur de banjo, ce Parisien un peu éternel qui joue avec ses vieux compères sur les places à Paris, le nez rougi par le froid, tout fumant dans ses nippes vintage, avec une grand-mère encore plus hirsute, dansant le swing avec une casquette pour ramasser les sous des touristes et des enfants égayés. Elle ne les a pas vus 100 fois sur la place Saint-Germain ou devant le musée d'Orsay, ses ancêtres guélurons, ces joyeux cacochimes qui tremblotent en swingant leur Paris oublié. Et comme elle ne l'a pas reconnu, elle ne l'a pas compris. Et comme elle ne l'a pas compris, elle ne l'a pas cru. Et comme elle ne l'a pas cru, elle n'a pas su qu'il était bien capable, pourvu qu'on l'aide un peu, de réjouir des assistances et des assistances et des assistances et des publics. Comme elle ne l'a pas reconnu, ce fantôme fidèle de la guinche parisienne, elle n'a pas compris qu'avec un questionnaire, un écran d'ordinateur et des droits concoctés par des bureaucrates incongrus, elle n'avait aucune chance de lui proposer rien qui l'acceptât, ni rien qui lui convînt, ni rien qui l'aide. Ni rien qui corresponde à un droit à avoir des droits, par ailleurs. Elle ne l'a pas reconnu, elle ne l'a pas compris, elle ne l'a pas aidé, et on l'a donc laissé crever de sa misère de tous les jours. Pour solde de tout compte, en définitive, on lui a réparé la patte. Approche clinique, chirurgicale, bah oui, il boitait un peu, on lui a réparé sa patte. Un peu comme un chien qu'on aurait rafistolé à grands frais avant de l'abandonner sur l'autoroute. Car, parfois, on ne se reconnaît pas. Et le musicien disparaît du coin de la rue parisienne, parce qu'on ne le reconnaît plus. Voilà. Bon, sur cette petite et très courte conférence de traverse parisienne, je vous laisse et je vous retrouverai, ce sera donc le 20 décembre à Blaye-les-Mines. Je mettrai les coordonnées de la conférence de traverse ainsi que des autres choses qui se dérouleront là-bas sur la page des messages, là, des commentaires comment ils appellent ça, des posts, ouais, des posts de ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je trouve ça absolument formidable. J'en suis profondément ravi et ému d'avoir à retravailler mon Jaurès et mes souvenirs. Bon, par ailleurs, je descends à Carmaux après-demain. Donc c'est comment dire, ça sera tout frais comme travail. Et puis j'y suis allé de nombreuses fois. Ça sera ma dernière conférence de traverse retransmise sur YouTube parce qu'il est temps maintenant que je me consacre vraiment à la finalisation de l'écriture. L'ouvrage est un peu obèse, mais il est temps de le travailler en profondeur et de lui trouver un éditeur. En revanche, si vous souhaitez que de la même manière que ce que je vais faire à Carmaux, je vienne dans votre pays, et pour peu que je le connaisse un peu, ou que vous me donnez le temps de le connaître, je serais ravi de le faire. Et évidemment, c'est pas payé, hein, c'est juste, vous me dites, tiens, ça vous dirait de venir parler par-ci, par-là. Et puis, si vous me trouvez un bout de canapé et qu'on a l'opportunité de boire un coup ensemble, j'en serais ravi. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça le futur des conférences de traverse. Sur ce, salut tes joies, et donc au 20 décembre, en forme. Hop!